Oui. Oh, Danny, we know. And but what they de revenir encore aujourd'hui, de nous retrouver pour... Ah bon, j'étais en mute et je parlais seul depuis tout ce temps. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Jacques. Voilà, ce sont les aléas du téléphone. On ne veut pas faire trop de bruit. On met le mute et puis après, on oublie. Alors, nous sommes très heureux de nous retrouver encore avec vous ce soir. Merci pour votre fidélité. Nous commençons cette émission ce soir avec une petite note triste. Hein? Le monde entier a appris le décès du pape. On n'a pas encore souhaité nos condoléances à la communauté catholique, hein, à nos frères catholiques qui viennent de perdre leur leader. Le pape, c'était quoi? Le pape François, je pense. Voilà. Donc, nous présentons vraiment toutes nos condoléances à la communauté catholique. Et puis à sa famille aussi, parce qu'il avait une famille. Les prêtres, les pasteurs, ils viennent de familles et ils sont aimés par leur famille. Donc, c'est une perte pour toute cette communauté-là. Voilà. Alors, ce soir, nous retournons en Côte d'Ivoire parce que nous voulons parler aujourd'hui de la justice Katanga de M. Alassane Ouattara. Vraiment, hein, la Côte d'Ivoire, c'est un pays hein, où on dit aujourd'hui que quelqu'un n'est pas ivoirien, il est apatride. Et puis demain, on revient pour dire non, que c'était un dossier de justice qui n'est pas valable. Et puis on relie le droit parce que les gens se sont trop précipités. On va parler un peu de M. Tidiane Thiam ce soir. Quelles sont les perspectives après ce rebondissement dans l'affaire de sa nationalité ivoirienne? Nous savons tous que M. Tidiane Thiam a été inscrit sur les listes électorales en 2022, en 2023 et puis en 2024. Brusquement, en 2025, c'est un problème. En 2024, on l'efface de la liste électorale parce qu'on considère qu'il n'est plus ivoirien ou bien alors qu'il n'a jamais été ivoirien. On dit qu'il est un Français et donc on commence à créer des problèmes. Vous savez, c'est dommage parce que c'est des énergies gaspillées, c'est du temps perdu pour rien. Pendant que tous les autres pays autour de nous sont en train de courir vers le développement, nos pays encore perdent le temps dans toutes ces petites manigances de bas quartier, hein, que tout le monde comprend. Vous savez, au temps du président Houphouët-Boigny, nous ne comprenions absolument rien à la politique. Donc, le président Houphouët-Boigny pouvait nous marmailler. Hein, on avait des députés qui étaient députés pendant 50 ans. Vous vous rappelez, non? Les députés dans nos régions n'avaient jamais été élus par le peuple. Ils avaient été nommés par le président Houphouët-Boigny, choisis par le président Houphouët-Boigny, et ils étaient établis à vie. Certains même ne savaient pas lire ni écrire, mais ils étaient là par reconnaissance. Et personne n'a rien dit. Donc, il a fallu que les enfants du Houphouët-Boigny qui sont allés à l'école reviennent 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard après l'indépendance pour dire, écoute le vieux, il faut te reposer, on n'est plus d'accord avec ta manière de faire pour que les choses changent en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez que on n'est plus à cette ère. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous avons la médiatisation très, très accélérée et très, très modernisée aujourd'hui qui fait que tout ce qui se fait sur la Terre peut être balancé sur l'Internet en quelques secondes. Donc, on ne peut plus rien cacher. Et donc, quand le gouvernement ivoirien décide de rentrer dans des manipulations et en faisant du faux et usage de faux, parce que c'est ce que ça veut dire. Hein. Quand on prend des gens qui viennent faire des faux témoignages, simplement parce qu'on veut éliminer un candidat, quand on fait des faux procès parce qu'on veut tout simplement empêcher quelqu'un d'être candidat, comme c'est le cas de M. Laurent Gbagbo ou bien de M. Soro Guillaume, voilà, M. Tidiane Thiam, ça fait pitié. Ça fait pitié et ça nous rappelle encore que nous sommes encore très, très en retard sur ce qu'on appelle le développement parce que notre mental est encore en retard.
Alors aujourd'hui, nous parlons du pauvre M. Tidjane Thiam, mais on espère qu'il va continuer à créer le soubresaut. D'ailleurs, j'ai vu un sondage qui a été fait par le RHDP. Hein, eux-mêmes, le sondage qu'ils ont fait, c'est M. Tidjane Thiam qui est en tête. Donc tout ça, c'est suffisant pour les alarmer et ils vont dans tous les sens, ils ne savent pas trop quoi faire. On espère que la la diplomatie internationale pourra agir sur M. Ouattara pour le ramener à la raison. Voilà. M. Ouattara qui veut à tous les coups que son petit frère photocopie soit au pouvoir. Vous savez, les Ivoiriens n'ont pas compris quelque chose quand on parle de Ouattara. Les Ivoiriens voient cette histoire comme une affaire d'élection. Mais M. Ouattara et son groupe voient cette affaire comme une affaire de sang. Et beaucoup de personnes ne pensent pas à ça souvent. Pourquoi Ouattara s'accroche-t-il au pouvoir? Certains disent que c'est parce qu'il ne veut pas aller à la CPI. Oui, c'est vrai, c'est possible. Mais n'oublions pas que M. Ouattara n'a pas eu ce pouvoir de façon, comment dirais divine, peut-être. Je veux dire que ce n'est pas tombé dans sa main de façon pacifique. Mais il a eu ça sur l'écoulement du sang. Et quand je parle d'écoulement du sang, mes chers auditeurs, je ne vous parle pas du sang qui a coulé en 2010, là, 2011 seulement. Mais je vous parle même du sang qui a caractérisé l'arrivée de M. Ouattara en Côte d'Ivoire. Vous savez, au début, la première étape, c'était le sacrifice de moutons. Oui, ça tuait les moutons comme si c'était des mouches qu'on tuait. Chaque imam venait chaque jour à la résidence de M. Ouattara avec une nouvelle révélation. Chaque imam venait dire que son marabout a dit qu'il faut qu'on tue 3-4 moutons. Un autre imam vient, il dit qu'on doit tuer 2 moutons. Un autre vient, on doit tuer 5 moutons mâles. Tout ça, on a fait ça et M. Ouattara a été rejeté et M. Tiakone a sonné le glas pour lui. Alors, on est passé à l'étape supérieure. On est allé au Burkina, on a commencé à entraîner les jeunes gens pour qu'ils reviennent attaquer le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et vous savez, le jeune frère de Michel Hassan Ouattara qui pense à juste titre qu'il mérite la présidence parce qu'il a beaucoup souffert pour que son grand frère soit président. Hein, le voyage au Burkina, les nuits blanches, le sacrifice, le sang qu'on a versé, le maraboutage, toutes ces choses-là qui ont été faites. Donc, il faut que nous comprenions que quand il s'agit du pouvoir en Côte d'Ivoire, Ouattara ne voit pas ça en fair play. Parce que tous ceux qui sont au pouvoir avec Ouattara, chacun a son marabout. Chacun d'entre eux a son marabout. Et croyez-moi, quand je vous le dis, c'est la course au maraboutage quand certaines échéances approchent. Quand c'est le temps des élections, personne ne dort. Tout le monde court. On entend des rumeurs qu'on a attrapé des gens avec des enfants dans leur voiture, un corps sans vie d'un enfant dans la voiture d'un grand du pays, etc., etc. Parce que pour eux, ils doivent se maintenir au pouvoir. Voilà ce qui justifie. Pour eux, la fin justifie les moyens. Pour eux, la fin justifie les moyens. Donc, ils n'ont peur de rien parce qu'ils sont déjà trop dits dans cette histoire. Ils sont allés trop loin, mes chers frères ivoiriens. Mes chers frères ivoiriens, ils sont allés trop loin pour reculer. Si les Ivoiriens ne font pas bloc derrière leurs leaders politiques, qui sont M. Gbagbo Laurent, M. Tidjane Thiam, M. Soro Guillaume, etc., etc., mais écoutez, Ouattara et son camp ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir parce que c'est un pouvoir qui leur a coûté beaucoup de sacrifices. Oui. Et souvent, les gens n'y pensent pas. Alors, quand vous voyez comment ces gens sont en train de manipuler le système judiciaire pour empêcher M. Tidjane Thiam d'être candidat, quand vous voyez comment ces gens fabriquent chaque jour des procès, hein, qu'on colle à M. Soro Guillaume, on colle à M. Gbagbo, on colle à M. Blé Goudé parce qu'on ne veut pas qu'il soit sur la liste. Et quand vous voyez qu'on choisit une petite marionnette comme Jean-Luc Bion, hein, pour venir perturber son propre parti, ou bien Mme Valérie Yapo, hein, qui sera utilisée puis jetée demain comme une orange qu'on a fini de citer,
Vous comprenez qu'ils ne sont pas prêts pour céder la place. Ils ne sont pas prêts. Même quand il faut faire le faux, ils n'ont pas de problème. Alors aujourd'hui, on dit quelque chose, demain on arrive devant, on se rend compte qu'on avait fait une bêtise, qu'on n'a pas lu le droit, on revient encore pour essayer de changer l'histoire. C'est ça le parti au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est ça le clan de M. Ouattara. C'est un clan qui est un clan dangereux parce qu'ils sont désespérés. Quand quelqu'un est désespéré, croyez-moi, il est prêt à tout pour avoir ce qu'il recherche. Et M. Ouattara était tellement désespéré d'être président qu'il est allé très loin. Très loin. Vous comprenez? Il est allé au nord, là-bas du côté de Kong, avec Soro Guillaume. Ils sont allés faire leur parc là-bas. Aujourd'hui, Soro Guillaume a été biaisé parce qu'il a pensé que ce parc-là allait les garder ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Mais il a été sacrifié sur l'autel c'est moi d'abord. Et maintenant, il est en exil. Après avoir fait le sacrifice là-bas avec Soro Guillaume et se faire laver par n'importe qui, par n'importe quelle potion magique, ils sont retournés maintenant du côté de la Guinée avec Andia Camara pour aller encore préparer M. Ouattara, etc. Son petit frère est allé en Guinée pour aller prendre des pouvoirs. Vous savez, ces gens se promènent sur la terre pour chercher des pouvoirs. Vous savez pourquoi? Parce que le pouvoir satanique, c'est un pouvoir qui a pour but d'étouffer les gens, d'empêcher les gens de parler. C'est un pouvoir qui a pour but de frustrer les gens, de voler les étoiles des gens, de voler les bénédictions des autres. C'est un pouvoir qu'on utilise pour manipuler les gens. Et souvent, quand ils prennent des fétiches du genre, si je parle, que personne ne parle. Tant que je serai là, tout ce que je dis, c'est ce qu'on va faire. Et c'est sur ça ils sont assis. Alors, écoutez-moi bien, les Ivoiriens. Vous qui n'allez pas chez les marabouts, là, fléchissez genoux et priez sérieusement pour annuler les effets de leurs incantations. Parce que eux, ils n'ont rien à perdre. Eux, ils sont déjà marqués. Hein? Ils sont marqués. Et ça ne les gêne pas du tout. Ils sont marqués. Ils ne pensent même pas à Dieu. Ils ne pensent même pas à ce qu'on appelle le jugement dernier. Et ils ne pensent pas à tout ça. La seule chose à laquelle ils pensent, c'est le pouvoir. C'est comment avoir le pouvoir, comment bloquer le pouvoir, confisquer le pouvoir qu'ils ont eu après avoir versé du sang humain. Quand vous les écoutez, certains vous le disent, hein, ce qu'ils ont fait. Hein, vous avez entendu Ibé, il a dit beaucoup de choses. Voilà, on a vu Soro Guillaume à Korogo là-bas en train de manger dans une marmite avec des blancs. Après, on nous a dit non, que c'est pas vrai. Voilà le monsieur qu'on dit qu'il est mort. Et c'est rentré ici, c'est sorti là. Quand tout le monde a vu qu'on était en train de gorger le pauvre gendarme et puis qu'on a préparé pour manger, bon, après on est venu nous dire que c'est pas vrai. On a voulu démentir. Je me rappelle à cette époque-là, ça encore, ça n'avait pas marché. Hein? Donc les gens ont fait tout ça, ils ont bu du sang, ils ont mangé de la chair humaine. Vous pensez qu'ils vont quitter le pouvoir avec des discours du genre on ne veut plus de ça, vous êtes illégaux. Non, ils ne quitteront pas. Croyez-moi, ils ne partiront pas du pouvoir facilement. C'est pas possible. Une seule main peut faire tomber M. Ouattara, c'est Dieu. Si Dieu n'intervient pas, qu'est-ce qu'on fait alors pour que Dieu intervienne? On doit tous prier tous les jours que vous vous réveillez, priez Dieu pour la Côte d'Ivoire, qui vient nous libérer. Sinon, les clans Ouattara, ils ont trop investi dans cette histoire. Voilà pourquoi ils sont prêts à tout pour rester au pouvoir. Regardez M. Ouattara quand il marche. Il ne vous fait pas pitié. Regardez quand le monsieur marche. Son visage est boursouflé partout. Il est gonflé comme si on avait injecté de l'eau sur sa peau. Quand on le voit, si vous êtes dans le domaine médical, vous savez que ce monsieur-là, son cœur ne bat pas bien ou ses reins sont fichus. Oui, quand vous le voyez là, ça se voit. Ça se voit. C'est terrible ce que M. Ouattara vit. Mais il est obligé d'être là. Parce que ce pouvoir-là, ils l'ont acquis à un prix très lourd en versant du sang humain, du sang d'animaux et du sang humain. Alors, je sais de quoi je vous parle. Donc, pour ceux qui n'y croient pas, bon, ça, c'est votre problème. Mais pour nous qui avons vu certaines choses, on sait de quoi on parle. Donc, quand on en parle sans vraiment gêne, parce que c'est vrai. Hein, ce sont des gens qui ont versé du sang, beaucoup de sang pour arriver là où ils sont.
Et comme je disais souvent aux gens qui me disaient, mais si c'était Sarah, il faut aller voir tes amis. J'ai toujours dit aux gens que je ne veux pas que le Seigneur me demande le sang des morts de la Côte d'Ivoire. Jamais, jamais je ne vais toucher à de l'argent qui a été acquis après avoir coupé des têtes humaines. Ce n'est pas de l'argent, c'est de la malédiction. Et croyez-moi, regardez comment ils sont en train de mourir. Ouattara est mort, tous les milliards qu'il a acquis là, c'est où? Comme dit la Bible, il n'a pas profité. Ahmed Bakayoko, le tout-puissant, qui avait 20 000 boîtes de nuit chez lui, qui faisait venir les musiciens par des jets privés le week-end et qui les ramenait, hein, qui leur donnait des centaines de millions de l'argent de Côte d'Ivoire. Il est où aujourd'hui? Il est décédé. Le grand Amadou Gon Coulibaly, hein, qui était si impressionnant par sa taille et par son aura démoniaque, hein, permettez-moi de le dire, hein, son aura satanique qui était autour de lui, il est où? Il est parti, il est mort. Donc vous comprenez que ces gens-là, hein, ils font tout ça, mais ils meurent. Donc nous, on sait que l'homme est appelé à mourir. M. Ouattara va mourir, il n'y a rien à faire. Quand on le dit, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Il va mourir parce qu'il est déjà très fatigué, on ne sait pas quand. Mais c'est sûr que M. Ouattara ne va pas très bien. Tout le monde le sait. Mais il ne lâche pas le pouvoir. Il ne veut pas donner à la jeunesse. M. Ouattara veut continuer à gérer la Côte d'Ivoire pour voler davantage avec sa famille. Écoutez, quand moi j'écoute la liste de ceux qui sont nommés autour de M. Ouattara, mais ça fait mal de voir que la Côte d'Ivoire est confisquée par un groupuscule d'individus qui sont d'une manière ou d'une autre liés quelque part. Soit c'est le mari de la nièce de Ouattara, ou bien alors c'est la femme du fils de Ouattara, ou bien c'est la copine du fils de Ouattara, ou bien c'est le mari de la fille de Ouattara, ou bien c'est la fille de la petite sœur de Ouattara, ou la fille de la grande sœur de Ouattara, la fille du grand frère de Ouattara, ou bien la cousine du mari de la fille de Ouattara, ou bien voilà, la petite sœur de la fille de l'oncle du cousin de Ouattara. Alors, quand vous les voyez là, il n'y a pas quelqu'un qui est étranger au milieu d'eux. Ils sont entre eux. D'une manière ou d'une autre, ils ont une affiliation. Quand vous voyez, par exemple, le monsieur de la FIF qui ne quitte jamais, il va prendre balle perdue la nuit, là, je suis désolé. Comment il s'appelle, le gars de la FIF, là, qui s'est réveillé, qui a commencé maintenant à suivre les joueurs partout. Lui, c'est son travail. Tout ce qu'il fait, c'est de voyager avec les joueurs partout. Il doit voyager avec eux. Il ne sait pas quel est le deal. Il ne peut pas rester dans son bureau. Il ne peut pas s'occuper des clubs qui sont sur place. Il doit prendre tout l'argent pour aller payer des billets pour des gens extra, pour aller se promener sur la terre. Et puis, voilà, il est content. Mais écoutez, c'est le neveu de Ouattara, le monsieur de la FIF. C'est son neveu. Voilà. C'est l'enfant à une de ses cousines. Vous comprenez? Donc, ils sont entre eux. Et c'est entre eux là en train de détruire la Côte d'Ivoire. Ils sont prêts à tout pour rester toujours là. Si les Ivoiriens ne l'ont pas compris et que les Ivoiriens pensent qu'ils vont faire partie ces gens à coup d'intellectualisme, mais écoutez, mes chers amis, vous plongez un peu le doigt dans l'œil parce que M. Ouattara s'en fout éperdument de l'intellectualisme. Mais c'est pas parce que vous le voyez en costume, c'est un monsieur qui pratique le mysticisme, l'occultisme, tout le monde le fait. Hein? Vous ne vous rappelez pas le serpent qu'on avait tué dans la maison de M. Ouattara. Vous vous rappelez, Ivoirien, hein, qu'une année, M. Ouattara avait fui sa résidence et quand les Ivoiriens y sont entrés, ils ont trouvé un gros serpent là-bas qu'ils ont tué, oui. Un gros serpent. Il fait quoi avec un serpent s'il n'est pas un grand mystique? Voilà. Vous avez déjà vu un Africain qui a un serpent comme son animal domestique. C'est pas possible. Si un Africain a un serpent dans sa maison, il fait quelque chose de très mystique avec ce serpent. Vous comprenez? Donc, ce ne sont pas des petites gens. Mon point ce soir, c'est qu'il ne s'agit même pas de s'arrêter au niveau de la justice. Ce sont des gens très dangereux. Voilà. Mystiquement dangereux. M. Dougan souvent le dit ici que si Ouattara n'est plus là et que Tidiane Thiam vient, ce sont les mêmes gens du nouvel ordre mondial qui vont reprendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est vrai, mais écoutez, comme on dit en deux mots pour prendre le moins, bon,
Mais cet étudiant, tiens, on ne l'attaquera pas ce soir, hein. Donc, parce que c'est notre petit chouchou ici, on ne va pas l'attaquer. Mais le temps va venir où, si dès qu'on en sort ces dossiers, nous les Ivoiriens, c'est comme ça qu'on est. Si on voit qu'il ne va pas dans la direction, poum, on commence à sortir tous ces sales dossiers. Donc, pour l'instant, c'est lui la victime, donc on le soutient, on le supporte. On espère que quand il va prendre le pouvoir, il va gérer le pays de façon très équitable et il va faire cela, il va consoler les Ivoiriens en distribuant la richesse ivoirienne entre les Ivoiriens. Et surtout, ce que nous attendons de M. Tidiane Thiam, c'est de faire des Ivoiriens sa priorité. C'est ça là que nous voulons voir. M. Ouattara n'a pas pu le faire. On a dit à Ouattara qu'il est burkinabé, il est d'origine burkinabé, il est Mossi. Et moi, je n'ai jamais entendu parler, M. Ouattara parler le Mossi. Je n'ai jamais compris cette affaire. Le gars est né au village, au Burkina. Le monsieur a grandi là-bas, il a mangé le kabato. Mais bizarrement, c'est un monsieur qui ne parle pas son ethnie. Je n'ai pas compris cette histoire-là. Parce qu'on sait que tous les Burkinabés parlent quand même leur moré, ou bien eux tous, ils parlent leur langue. Je sais pas, c'est pas comme en Côte d'Ivoire, où notre langue là, on parle français matin, midi, soir. Hein. Eux, ils parlent là. Monsieur Ouattara, je ne l'ai jamais entendu parler un peu de Moti, de moré, comme on dit, ou bien même du Boussanga, ou bien du Bissa. On n'a jamais entendu ces ethnies-là. Ou bien du lobby, de parler un peu le lobby, ou bien du Groussi. Vraiment rien, quoi. Le monsieur assis là, il a carrément tout effacé. Il a mis un rideau devant lui et puis il est assis dans sa cage en cristal. Hein, il est ivoirien, un point, c'est tout. Voilà, tout ce qui s'est passé avant lui, avant qu'il arrive en Côte d'Ivoire, il a tué ça et puis la vie continue. Eh bien, nous espérons que M. Tidiane Thiam ne fera pas ça et qu'il ne va pas se laisser intimider par le fait qu'on dise qu'il n'est pas ivoirien. Le tigre n'écrit pas sa tigritude. Il faut que M. Tidiane Thiam le comprenne. On doit dépasser maintenant cette histoire de nationalité. Oui, on sait que le RHDP nous oblige à être là parce qu'on dit à Tidiane Thiam tous les jours qu'il n'est pas ivoirien. Mais croyez-moi, mes chers frères et sœurs, c'est de la distraction. C'est le temps de se lever. C'est le temps de prendre les rues. Quand je dis ça, les gens sont assis là. Vous non, ce n'est pas ça le PDCI. Asseyez-vous. Faites les bons discours. Pensez que quand vous êtes en costume là, et puis vous êtes assis dans vos bureaux, mais dans vos salles de conférence là, ça dérange M. Ouattara? Non, ça ne le dérange pas du tout. Ça ne lui fait pas peur, ça ne le dérange pas. Et puis M. Ouattara fait ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Il est le dictateur le plus dangereux, voilà, en Côte d'Ivoire actuellement. Et il fait ce qu'il a envie de faire. Et personne ne parle. Alors, moi, je voudrais demander à tous ceux qui sont chrétiens, les pasteurs à cas, qui veut être candidat, là, au lieu d'être candidat, viens, on va prier pour la Côte d'Ivoire, pasteur Aka, pour libérer la Côte d'Ivoire de tous ces pratiqueurs, pour ne pas dire pratiquants de sorcellerie blanche et de sorcellerie africaine, là, parce qu'ils combinent les deux. Voilà, quand vous faites la franc-maçonnerie, vous êtes un sorcier, vous faites la sorcellerie blanche. Et en plus de la sorcellerie blanche, là, ils s'en vont chez les marabouts, ils s'asseyent devant le marabout, on leur donne des sacrifices à faire, donc ils ajoutent la sorcellerie des Africains. Vous comprenez? Donc il faut qu'on le combatte sur tous les plans. Pendant que les Ivoiriens sortent pour manifester, il faut que les chrétiens soient derrière dans la prière. C'est important, mes chers frères et sœurs, que ceux qui croient en Dieu, là, que chacun se tourne vers son Dieu pour prier. Parce que ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, là, tous les bavardins qu'on est en train de faire, là, ça les arrange. Parce qu'ils sont en train de gagner temps. Et vous allez voir qu'on va arriver en octobre. Et puis ils vont dire que Ouattara a gagné. Et puis on va s'asseoir là pour pleurer. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, pour l'instant, on n'a pas encore eu un garçon en Côte d'Ivoire. Ils sont tous circoncis, ils ne peuvent pas marcher. Vous comprenez? Voilà, comme on fait les enfants de Jacob contre ces, je ne sais pas si c'est les Moabites ou quoi, monsieur, le pasteur Aka pourra nous dire, j'ai oublié un peu la tribu, hein? Ils ont attendu que les hommes soient circoncis pour aller attaquer. Qui pouvait réagir? Personne, tout le monde était circoncis. Ils avaient tous mal. C'est comme ça qu'ils les ont tués. Alors, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'hommes là-bas, ils viennent de les circoncis, ils ne peuvent pas marcher, ils ont des douleurs, ils ne peuvent rien faire, il n'y a pas de garçon là-bas. Voilà, ils sont tous en morceaux de paille, parce que quand on circoncis, les hommes, ils attachent morceaux, ils ne peuvent pas porter de pantalon, il n'y a qu'à essayer, ils ne peuvent pas porter de pantalon, ils sont en paille. Alors, ils sont tous dans cette position-là,
Tout le monde murmure dans sa maison, mais il n'y a pas quelqu'un qui va se dire, écoutez, la patrouille, la mort, nous vaincrons. Tant pis si je meurs, mais ce monsieur-là doit quitter là. Il n'y en a pas. On souhaite, on désire, on fait des pronostics. Même si actuellement, là même, on ouvre une page pour faire des pronostics sur la fête de la Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens vont s'abonner pour avoir des tickets pour gagner les paris. Oui, mais il faut que nous nous levions parce que les gens en face, ce ne sont pas des gens qui sont venus là pour s'amuser. Il faut que les Ivoiriens se lèvent. Ce soir, mes chers frères, ce dont je parle, c'est que les gens qui sont au pouvoir ne sont pas venus s'amuser. Ils sont prêts à tout pour conserver leur pouvoir. Parce qu'ils savent comment ils ont eu ce pouvoir et ils savent ce qui va leur arriver quand ils seront plus à ce pouvoir-là. Ils le savent. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent combien de personnes ils ont assassinées, combien de personnes ils ont empoisonnées, combien de personnes ils ont sacrifiées pour arriver là où ils sont. Donc, ils savent. Mais c'est les babos là qui ne savent pas que ceux qui sont en face de là, ils ne sont pas venus jouer Solé Naplakali Dom. C'est l'étudiant là qui pense qu'il se trouve en France. Donc là-bas, là, c'est la démocratie, les grands discours. Mais allez dire à notre jeune frère étudiant là qu'il n'a qu'à se réveiller. Hein. En Côte d'Ivoire, là, si tu veux jouer les policiers clean, là, pardon, les politiciens clean, mon frère, tu vas souffrir parce qu'il n'y a pas de politicien clean en Côte d'Ivoire. Je vous le répète ici, Laurent Gbagbo, s'il peut passer un pacte avec n'importe qui pour prendre le pouvoir, il le fera. Il y a pas, ça ne chauffe pas. Hein? Voilà. Nous tous, on connaît ça. Simone Gbagbo, là, si on lui donne une enveloppe aujourd'hui, là, elle avance à elle, elle va venir parler comme une enveloppe vide, et puis elle rentre chez elle, elle bouffe l'argent. Ça ne chauffe pas. Voilà, Bleu Goudé, on dit qu'il est corrompu. Il est RDR, RHDP. Si c'est vrai, est-ce que ça chauffe? Ça ne chauffe pas. Donc, écoutez, il faut qu'on se lève ce soir-là. C'est l'appel que je suis venu lancer. Il faut que les Ivoiriens se lèvent. Il faut qu'on commence à lancer des messages sur TikTok, sur Facebook. Il faut qu'on commence à dire aux Ivoiriens, levez-vous. Qu'on dise aux Ivoiriens, il est l'heure, la patrie nous appelle. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Il faut que cette parole-là, on la joue, on la rejoue, et qu'on dise aux Ivoiriens, soyez prêts, on doit sortir. Il faut préparer les Ivoiriens mentalement. Oui, sinon, ce que vous voyez là, ils ont poussé des racines sataniques. Et c'est pour ça qu'ils sont arrogants. Parce qu'ils ont tellement confiance dans leur fétiche qu'ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais croyez-moi, si le peuple, comme un seul individu, se lève, ceux-là vont reculer. Oui, c'est moi qui vous le dis. Alors, je ne sais pas si mes frères sont là, vous qui m'accompagnez chaque semaine. Monsieur Adjei, je ne sais pas si vous êtes là. Voilà, vous êtes toujours le premier. Voilà. Bonsoir, Monsieur Adjei. Bonsoir, Stephen. Voilà. Est-ce que Pasteur Aka est là? Oui, bonsoir, Pasteur Aka. Voilà. Voilà, bonsoir, Pasteur Aka. Et puis, Monsieur Dungan, je ne sais pas si mon frère Kwasi Dungan est là. Monsieur Dunganov. Il va nous rejoindre quand il pourra venir. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir rappelé la semaine dernière. J'ai suivi l'émission de M. Kwasi Dungan. C'était une émission excellente. J'ai vraiment aimé. C'était excellent. C'était vraiment bien. Alors, j'espère que vous avez eu un bon week-end. Toutes nos condoléances à vous deux parce que votre pape est décédé. C'est de la provocation, hein? Voilà, je ne peux pas à ça. Donc, ce soir-là, c'est un freelance, hein? C'est-à-dire que chacun peut parler de ce qui le gêne en Côte d'Ivoire sur le système judiciaire et surtout, les attitudes et les actions du pouvoir en place. Moi, je vous ai dit, hein, ces gens ont payé tellement
de moutons, ils ont sacrifié tellement de cabris, ils ont sacrifié tellement de bébés, de femmes enceintes que ça sera difficile pour eux de lâcher ce pouvoir, aussi simple que ça. Voilà. Alors donc, je vous donne le temps de donner votre coup de gueule, voilà, comme on dit en français, si ce qui ne vous plaît pas. Il y a le cas Tidiane Thiam, ils sont en train de tergiverser. Maintenant, on nous dit qu'il n'a jamais été apatride. Voilà, l'article 107 et 106. Et bon, c'est eux qui sont dans leur affaire là. Voilà. Je vais commencer avec Pasteur Aka. Merci à vous. Hein. Bonsoir, commandant. Bonsoir, M. Agueyi. Bonsoir, M. Dougan. Ouais. Salut de nous. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bien sûr. Merci. Vous savez, chaque jour, quand on suit l'actualité en Côte d'Ivoire par rapport à tout ce qui se passe, nous sommes convaincus qu'il y a un mécontentement général. Parce que la situation du président Diam Thiam, on peut l'expliquer dans plusieurs contextes. Mais quand on regarde un peu les différents événements, parce que ce que la plupart de ceux qui parlent ne comprennent pas, c'est que c'est les actes, les préalables qu'a posé le gouvernement en utilisant la justice qui fait qu'aujourd'hui, même si le droit peut être dit, on considère qu'il y a manipulation. Parce que depuis 2011, où le président Ouattara a pris le pouvoir, il n'y a jamais eu un homme du RHDP qui a été interpellé ou qui a été condamné. Jamais. Jamais. Pourtant, nous voyons bien qu'il y a des propos qui sont dits, des attaques, il y a des menaces, il y en a même, par exemple, bon, quand le président Bédi était là, ceux qui sont allés verser, par exemple, le sang devant la cour du président Bédi, ils n'ont jamais été inquiétés. On a vu en 2020 la tête du jeune Toussaint qui a été décapité. Bon, il y a tellement d'événements. Même quand il y a des grèves, ceux qu'on arrête, on les considère un peu comme les gens qui sont proches de l'opposition. Alors, quand on regarde tout ça, et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec la situation du Diam Thiam, on estime que c'est une goutte qui a débordé vraiment l'eau. C'est trop, c'est trop. C'est trop. Oui. Ce qui fait que, en tant que citoyens, nous avons perdu carrément la confiance de notre justice. Oui. Et regardez un peu la réaction du porte-parole du gouvernement et la réaction même du porte-parole du RHDP. Moi, j'ai toujours dit que, effectivement, comme vous l'avez dit, ils sont dans leur logique. Parfois même, c'est mieux de ne rien dire. Mais lorsqu'ils viennent apporter une réponse ou bien une justification, ce n'est pas pour apaiser. C'est les menaces. C'est les menaces. C'est les menaces. Oui. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il ne faut pas que le pouvoir pense qu'ils ont le monopole de la violence et qu'ils maîtrisent tout. Oui. Parce que à un certain moment, même une seule personne, quand tu sens que tu es entre la vie et la mort, et que tu n'as plus rien à faire là, tu vas te jeter dans une bataille. Et dans cette bataille où tu te jettes là, Dieu va te soutenir, Dieu va te protéger et tu vas gagner.
Mhm. Voyez. Alors, c'est pour cela, aujourd'hui, on a comme l'impression que le peuple ivoirien ne réagit pas, ne parle pas. Parce que les gens observent, les gens regardent, ils écoutent. Vous voyez. Et on espère que le gouvernement ne va pas continuer à fermer ses oreilles ou à rester sur une position d'attaque ou de condamnation et que tout est encore possible jusqu'au dernier moment de revenir à la raison et puis pour dire voilà qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, entendons-nous, trouvons les mécanismes. Ce qui est passé en 2011, 2010, faisons en sorte que cela soit mis derrière nous. Parce que la situation actuelle, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a non seulement une crise de confiance, il y a aussi une crise de méfiance. Parce que le pouvoir, Est-ce que vous voyez même ce pouvoir-là se repentir? Est-ce que vous le voyez même dire aux Ivoiriens, on va changer de stratégie pour la paix de notre pays? Non. C'est En ça fait, la grande question. voilà ce qui se passe. Je peux vous rassurer que sur la place publique, Mhm. il y a certains responsables du gouvernement, certains responsables du pouvoir, même du RHDP. Mhm. Lorsque ces personnes-là s'expriment sur la place publique, ils sont obligés de suivre un mot d'ordre. Mais dans le fond, ils ne sont pas contents de ce qui se passe. On dit une vérité, ils ne sont pas contents. Oui, ils sont Mais, pas, mais en fait, ils ne veulent pas perdre leurs privilèges. Donc, ils murmurent, mais ils ne disent pas, ils n'ouvrent pas leur cœur pour dire on n'est pas d'accord. Non, ce n'est pas le fait même de perdre leurs privilèges. C'est-à-dire, la prière que nous faisons aujourd'hui, il faut que les vaincre cette peur. Parce qu'ils se disent quoi? On peut m'arrêter, me mettre en prison, ou on peut carrément envoyer les accagoulés chez moi à la maison pour me faire du mal, pour me tuer. Voilà les deux choses. Et vous voyez. Sinon, perdre leur place, leur machin. Non, nous connaissons des personnes. Par exemple, moi, je connais des personnes qui. Parce que, je vais vous dire, voilà comment ça fonctionne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont les responsabilités qui fonctionnent sont dans la franc-maçonnerie. Mais des parents, comme nous connaissons, qui sont dans la franc-maçonnerie. Ils se retrouvent les dimanches après-midi. Il y a d'autres qui vont à l'église le matin, mais l'après-midi, les femmes ont leur groupe, les hommes ont leur groupe. Et c'est là-bas que les décisions se prennent. C'est là-bas que les accords se prennent. Donc, aujourd'hui, pour occuper des postes de haut niveau, il faut être dans le milieu. Il faut être dans le milieu, c'est une vérité. Vous voyez? Alors, parce que regardez, même quand il y a un entretien confidentiel au niveau même du gouvernement, au niveau même de la présidence, après, c'est sur les réseaux sociaux, ça sort. Il n'y a pas de secret. Parce que il y a des personnes qui savent que l'attitude aujourd'hui du pouvoir n'est pas une attitude démocratique. La responsabilité d'un chef, la responsabilité d'un leader, c'est de donner l'exemple. Ce n'est pas de toujours condamner ou de donner des ordres. Mes enfants, vous n'êtes pas contents, vous êtes fâchés. On a vu ça avec Oufo Boigny. Tous les jours. Asseyons-nous, discutons. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous n'êtes pas content? Pourquoi vous menacez? Pourquoi vous dites ça? Ok, j'ai pris telle décision parce que tout s'explique. Les Ivoiriens ne sont pas compliqués. Quand tu expliques, tu donnes les raisons, les causes. Les gens on a un cœur de paix, de nature. L'Ivoirien de nature est compliqué. D'ailleurs, ce pouvoir ne communique pas. Je me souviens pas combien de fois le gouvernement ou le président a déjà organisé ne serait-ce qu'une rencontre avec les étudiants,
ou bien une rencontre avec les travailleurs. Quand M. Ouattara sort pour parler, c'est au milieu de ces gens-là Au qui conseil, parlent. conseil des ministres ou bien bon, les rencontres de RHDP, quelquefois. Oui, c'est ça, c'est-à-dire au milieu de son groupe. Il n'est jamais sorti en dehors de son groupe pour s'adresser à une frange de la société ivoirienne, jamais. En tout cas, peut-être que je me trompe. Non, non, c'est comme vous dites, c'est la vérité. Et puis, bon, combien de régions mais il a visité? Ah Oui. bon? Aujourd'hui, il gère la Côte d'Ivoire, mais il ne se considère pas comme le président de tous les Ivoiriens. Parce que c'est ça le problème. Alors, s'il se considère comme le président de tous les Ivoiriens, il doit appeler tous les Ivoiriens. Il doit appeler tous les leaders. Il ne s'agit pas de parler avec les gens individuellement. À un certain moment, quand tu es un chef, tu prends tes responsabilités, tu appelles les gens, tu les fais asseoir. Tu dis, bon, écoutez, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, Pascal, maintenant que vous en parlez, justement, on peut un peu élaborer là-dessus. M. Ouattara a fait 15 années au pouvoir, mais pendant ces 15 années, on n'a jamais vu de conférences de presse, des assises, des grands travaux, comment on appelle ça même? Comment on appelle ça encore? Les séminaires. C'est séminaire, mais c'est un programme particulier, par exemple, qu'on fait pour le ministère de la... Voilà. Oh. Il n'est jamais venu expliquer aux Ivoiriens, voilà ce que nous avons fait, voilà où nous allons. Il n'y a pas eu de communication entre lui et le peuple. Ouais. Il y a, comme vous le dites là, il y a simplement eu une relation de maître et esclave. Si vous vous plaignez, on vous arrête, on vous fout en tôle et puis la vie continue. Ouais. On ne demande de compte à personne. M. Ouattara gère comme il veut. L'Assemblée nationale lui appartient. Le Sénat lui appartient. Les régionaux lui appartiennent, les mairies lui appartiennent. C'est-à-dire que tout est pour lui et puis il est assis là comme la reine des abeilles dans la ruche pour qui on fait tout. Voilà. Et il n'a jamais parlé au peuple ivoirien. Jamais, jamais touché au cœur d'un Ivoirien pour dire je sais ce que vous ressentez. Mon peuple, je vous comprends. Jamais. Ouais. Continuez avant que vous justement. Voilà, donc c'est regrettable. C'est regrettable. Très regrettable. Et aujourd'hui, il faut que le pouvoir réalise que la majorité des Ivoiriens, le peuple, tout confondu, est à bout de sa patience. Patience, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Donc, il faudra que, au moins parmi les gens qui sont au gouvernement là, il faut qu'il y ait des gens qui ont le courage de dire président, premier ministre, président de l'Assemblée, c'est vrai, mais il y a des réalités et parce que tu ne peux pas contourner les problèmes. Tu ne peux pas confronter les problèmes. Ignorer les problèmes. Regardez le cas pendant que vous en parlez, regardez le cas des enseignants récemment. On regrette aujourd'hui tous nos présidents qui sont passés avant M. Ouattara. Parce que je vous assure, Laurent Gbagbo aurait parlé aux enseignants, le président Bédié aurait parlé aux enseignants, Oufo Boigny-Ça, lui, c'était son travail. Mais M. Ouattara n'est pas sorti. Alors que quand le peuple manifeste, ce n'est pas le ministre qu'ils veulent voir. Parce que le ministre, c'est quoi? C'est un akoto, c'est ça, c'est comme ça on dit en baoulé. Ils veulent voir le patron lui-même. Et les enseignants, quand ils ont manifesté, on est plutôt venu les brimer, les arrêter, les mettre en prison, les intimider. Et puis l'histoire s'est arrêtée là. C'est vraiment dommage pour la Côte d'Ivoire. Je vais terminer pour dire, lorsqu'on parle des manifestations, parce que ce que le pouvoir doit comprendre, le gouvernement doit comprendre, lorsqu'on parle des manifestations, c'est une façon de vouloir s'exprimer et par conséquent, il faut rencontrer les gens pour les écouter. Même si ça dit qu'il faut aller vers ceux qui manifestent. Pour voir quelles sont vos revendications. Ici, en Europe, comme aux États-Unis, partout dans les pays, quand les gens manifestent, il y a toujours une lettre, un document officiel qui est déposé officiellement au ministère pour que les gens prennent compte, soient informés des revendications. Aujourd'hui, il n'y a aucune manifestation pour dire qu'on va chasser le pouvoir.
Les gens ont la possibilité de le faire. Parce que eux, ils pensent que l'armée, si le peuple sort pour dire qu'on ne veut plus de ce pouvoir, partez, et ils pensent que l'armée, là, ils vont tuer tout le monde. Ils ne pourront pas. Ils n'ont qu'à comprendre, mais on n'est pas encore arrivé à ce stade. Les gens manifestent pour exprimer leur mécontentement, pour manifester l'injustice. Les gens manifestent pour dire la vie est chère. Les gens manifestent pour dire on n'est pas content. Mais quand les gens, tout le monde parle, personne n'a dit bon, on va manifester pour chercher le pouvoir. Oh, c'est possible. On peut le faire, ça a déjà existé. Vous voyez. Mais pour l'instant, c'est pas ce que personne ne souhaite arriver à ce stade. On veut qu'il y ait une élection crédible, une élection ouverte, inclusive, claire. C'est vrai, il y a toujours des conceptions que tous les leaders qui sont là, ceux qui veulent être candidats, et puis que le peuple fasse son choix de façon libérale et qu'il y ait une passation de si à passation. Et la passation se fasse, si le pouvoir est maintenu, ils sont maintenus. Mais que tout se passe vraiment dans la cohésion et dans la paix. Parce que les gens manifestent pour dire que, oh, écoutez, mais si ça continue, mettez-vous en mute, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu, quand on parle un peu avec les gens en Côte d'Ivoire, quand on va même en Côte d'Ivoire, on voit un peu. Je vous dis que quand vous allez aujourd'hui à Abidjan, vous ne pouvez même pas savoir le monde qu'il y a. Donc, moi, je t'ai invité, donc, voici ce que j'ai fait là. Monsieur Agueyi, mettez-vous en silence. Mettez-vous en mute, s'il vous plaît. Voilà. Okay. Voilà. Aujourd'hui, quand tu vas à Abidjan, c'est vrai, le pays est en chantier, ça, faut le reconnaître. Les chantiers ne sont pas finis, bon, même s'il y a des endroits où ce n'est pas de la qualité, c'est du tape à l'œil. Mais il y a un monde fou. Tu vas au Pougon, tu ne peux pas circuler. On dit même que tu es un peu, mais c'est pas possible. Quand tu quittes l'aéroport, regarde comment les gens même, c'est-à-dire on parle on casse les maisons, mais tu regardes même en bordure des routes, comment les gens ont construit. Les constructions sont dans un désordre total. C'est-à-dire tu sens que les populations, les gens sont étouffés. Les gens sont étouffés. Chacun fait sa loi. Donc, quand le gouvernement n'ouvre pas le dialogue, pour que toutes les compétences puissent s'impliquer dans le développement du pays, parce que c'est à partir du dialogue que tout le monde peut s'impliquer pour le développement et pour l'émergence du pays. Mais quand vous fermez le dialogue, quand vous fermez la cohésion, quand vous fermez la paix, et que vous voulez régner en pololo, mais attendez, les gens chercheront aussi un moment pour vous confronter. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas loin d'une confrontation. Nous ne sommes pas loin à une confrontation. Sera le perdant. Le pouvoir sera le perdant. Ça, c'est sûr. Les morts, là, on en compte tout le temps. Hein. En 2004, il y a eu les morts quand les Français tiraient en l'air. Moi, j'étais à Abidjan. Quand le peuple est sorti sur l'hôtel Ivoire, hey, écoutez, mais les Français ont reculé avec les chats, tout ce qu'ils avaient. Quand le président Gueye voulait tricher les élections, le peuple est sorti. On a vu ce qui s'est passé. Donc, il faut que le pouvoir comprenne que, pour l'instant, là, nous sommes en train d'aller dans le dialogue. Dans le dialogue. Dans le dialogue. Mais à un certain moment, s'il n'y a pas de réaction, trop c'est trop. C'est ça. D'accord. Et puis, ce qui va arriver n'a qu'à arriver. De toute façon, on vit une fois, on met une fois. Merci. Kaboum, on n'a pas peur de couteau. Merci. Voilà. Merci, Pasteur Aka. Alors, M. Agueyi, je viens vers vous pour votre coup de gueule. Voilà, bonsoir encore. Bonsoir. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Jacques, et bonsoir, Pasteur Aka. Alors, aujourd'hui, là où nous sommes arrivés aujourd'hui, tout Ivoirien devait comprendre la vraie mission de Dramane Ouattara. 15 ans après, Ouattara a démontré par A plus B qu'il n'est pas là pour les Ivoiriens.
il a une mission qu'il est venu accomplir pour le compte de ses maîtres. Le problème, c'est que ils ont trouvé un peuple en place. Et c'est impossible, quasiment impossible, d'exterminer tout un peuple pour un repeuplement systématique. Ça, c'est impossible. Dieu a tenté de le faire quand il a dit aux enfants d'Israël, je vous donne une terre où coule le lait, le miel, allez-y. Quand vous y allez, tuez tout le monde, y compris les animaux. Ne laissez personne, ne laissez rien. Mais les enfants d'Israël, ils n'ont pas pu tuer tout le monde. Ils ont laissé des gens et Dieu a dit, je vous ai dit de tuer tout le monde, vous avez laissé des gens, ceux-là seront un os dans votre gorge. On ne peut pas exterminer un peuple à 100%. C'est pas possible. Si Dieu, les enfants d'Israël n'ont pas pu le faire, il n'y a pas le diable qui va envoyer ses enfants et ils vont réussir ça. Ce que Dieu peut réussir, le diable ne peut pas le réussir. Donc, ce qu'ils ont fait en 2011, 2012, 2013, là, où les gens marchaient sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, tu te demandais, mais d'où viennent les gens? Même dans les forêts, lorsque les gens se sauvaient, qui partaient dans la brousse, fin fond de la brousse, comme ils avaient fait, ils faisaient du feu pour creuser les ignames sauvages pour manger. Il y a des hélicoptères qui survolaient les forêts. Quand ils voyaient une fumée quelque part, ils savent que les gens sont là. Ils venaient dans les villes pour prendre les deux eaux et on les descendait dans la forêt pour scanner la forêt. Ils ont tué, ils ont massacré. Mais ils n'ont pas pu exterminer le peuple ivoirien. Voilà leur problème. Donc, il se dit, nous, on n'est pas là pour ce peuple-là. Vous voyez le comportement, ils se sont organisés pour mettre en place une parodie de justice. Tout le monde est d'accord sur ce qu'ils font. Eux-mêmes, ils savent que en justice, il y a des règles et il y a des comportements. Quand on veut arracher, on veut enlever les droits d'un ancien chef d'État, il y a une procédure. Pour juger un ancien chef d'État, il y a une procédure. Mais ils se sont mis d'accord pour faire autre chose et ils viennent défendre ça sur les plateaux. Et ça ne va pas quelque part. On a beau leur expliquer que non, même quand on juge quelqu'un par contumace, parce que la personne a disparu, quand on retrouve la personne, on ramène la personne à la justice pour lui donner le temps de se justifier. Si c'est pas, parce que si je pourrais que ce ne soit pas lui. La personne se justifie, il a un avocat qui le défend, et si ce n'est pas lui, on le relâche. Si c'est lui, on confirme maintenant le jugement par défaut. Mais eux qui envoient Babo à l'arrêt, ils disent qu'ils ne savaient pas où il était. Vous comprenez un peu l'ampleur de la chose, si c'est ça là. Et ça fait mal. Ça fait mal quand on voit ça. Vous avez tout à l'heure parlé de quand Ouattara sort, il n'a jamais fait de conférence avec les gens. Bref, quand Ouattara sort, là, c'est pour se taper la poitrine de ses félicités, de ses routes et de ses ports. Le peuple, il s'en fout du peuple. Vous avez vu une fois des gens vivre dans une maison, des frères. C'est vrai, on peut ne pas se parler. Mais quand on partage la cuisine, le salon et la douche, au moins un jour on peut s'asseoir pour dire, bon, écoutez, on va mettre des règles en place. Celui qui prépare, il doit nettoyer, il doit laver les assiettes. Celui qui va à la douche pour se laver, bon, au moins tous les 2 jours, on doit laver la assiettes. On va vacuum, comme ça, on est d'accord pour que la maison soit propre. Vrai ou faux? Mais vous avez une fois vu ces gens qui ont partagé le pays là, poser un acte pour venir vers nous, si ce n'est pas les menaces. Donc, jusqu'aujourd'hui, je dis cela pour vous faire comprendre que aujourd'hui, là, chez nous, il y a un problème qui dit, quand le papa vous réveille le matin, quand il regarde dans vos yeux, là, sur votre visage, il sait qu'il est prêt à aller au panier dans la préfère. Voilà. Ces gens-là, avec les actes qu'ils posent, les comportements qu'ils ont, les Ivoiriens devaient conclure que ces gens-là, ils ne sont pas là pour nous. C'est un moyen pour les chasser. On ne peut pas faire de dialogue, on ne peut pas parler
droit, on ne peut pas parler common sense, on ne peut pas parler de démocratie. Parce que ceux-là, ils sont là pour une mission, pour nous exterminer, pour nous enterrer. Donc, adoptons ce comportement-là pour qu'ils sachent que ce pays-là, ce n'est pas à eux. Mais l'Ivoirien qui a été toujours bon, qui a ouvert les bras pour recevoir n'importe qui, et ça, je pèse mon mot, n'importe qui, aujourd'hui, il voit que son hospitalité a joué contre lui. Simple dialogue, Ouattara dit, mais il veut dialogue pourquoi? On va parler de quoi? Vous comprenez un peu cette insulte-là? Mais c'est méchant. Bref, je vais dire ce qui suit. Le problème que nous avons avec nos leaders politiques. Je suis là, s'il vous plaît. Voilà. D'accord. Le problème que nous avons avec nos leaders politiques, même quand on peut aller les voir pour discuter de certains problèmes, pour pouvoir poser certains actes, qu'ils ne sont pas de bons interlocuteurs. Ce qu'on va leur proposer, ils vont dire autre chose. Et donc, Ouattara est à l'aise, il n'est même pas inquiété. Je sais de quoi je parle, je ne peux pas aller dans les détails. C'est le problème que nous avons. Sinon, des gens comme ça, on les chasse d'un pays, comme les Chinois ont chassé les Mongols, un matin. Parce qu'ils ne sont pas là pour nous. Et ils cherchent des moyens pour se tenir au pouvoir. Ouattara a fait un discours aujourd'hui, on va gagner 2025. Hein. Et ce n'est pas pour 2025 seulement, c'est 2030, 2035. Et puis ça applaudit. Donc, vous croyez qu'il est prêt à partir? Mais celui qui dit ça, il se trompe. Et si quelqu'un pense qu'il peut aller à une élection avec Ouattara pour gagner avec le Barré Tibet, il se trompe. Comme les rêves sont permis, ils peuvent rêver debout. Ils n'ont pas appris leur leçon. Bref, je serai. Merci, M. Nous avons du pain sur la place. Merci. Exactement. Merci. Bonsoir, M. Dungan. Bonsoir, Sister Sarah. Voilà, alors ce soir, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas si vous nous avez écouté dès le début, mais aujourd'hui, c'est le coup de gueule. Hein. Chacun dit ce qu'il pense qui ne marche pas. On a parlé de la justice, le cas de M. Tidiane Thiam. On a parlé aussi de M. Ouattara qui n'est pas très en contact avec son peuple, la mauvaise communication, le règne par les menaces, etc., etc. Allez-y, M. Dougan. Merci, maman. Merci à Pasteur Aka. Merci à Adjei. Vous voyez, c'est bien. C'est comme nous sommes en train de faire une rétrospective, mais ce départ est dépassé. Il faut connaître Draman. Draman n'est pas un Ivoirien. Donc, Draman ne connaît pas la culture politique ivoirienne. Draman n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Draman se prend pour le chef de parti unique en Côte d'Ivoire. Malheur, quand Draman parle, il s'adresse uniquement aux gens de son parti unique. Aux gens de son parti. Il pense qu'il est dans un parti unique national. C'est à ceux-là que lui, il a affaire. Malheur à ceux qui ne sont pas dans son parti unique. Lui, il s'en fout d'eux. C'est ce que Sorom Guillaume a dit. Sorom Guillaume a dit, mais nous, on n'a pas fait le combat pour ça parce qu'on voit que c'est en train de devenir un parti unique. Et c'est ce que nous avons combattu. Nous ne pouvons pas accepter ça. Vraiment, Ouattara n'a pas la culture politique ivoirienne. Tous les griefs que Pasteur Aka a énumérés. Mais c'est parce que Draman Ouattara n'est pas un Ivoirien. Qui ne se souvient pas de ce qu'on appelle les conseils nationaux de Kwadjo? Jusqu'à on a pris, les étudiants ont pris pour chanter. Pasteur Aka. Vous-même, maman, vous étiez à l'université à cette période-là. C'est ça, ouais, c'est vrai. Hein? Conseils nationaux, Kwadjo, tout ça là, c'est pas ça on va plus chanter. Parce que, au fond, ivoirien, il a le souci de son peuple. Draman n'est pas ivoirien, n'a pas le souci du peuple ivoirien.
Lui, ce qu'il peut faire pour s'éterniser au pouvoir, c'est ce qu'il va faire. C'est tout. Donc, il s'en fout. Nous, aujourd'hui, on ne devait même plus, après 15 ans de règne, on ne devait même plus parler de ça. Ce qu'on doit parler maintenant, comment chasser Draman Ouattara du pouvoir. C'est tout. On ne va pas rester là, pleurnicher comme des chatons, comme des chatons. Ouais. Et lui ne fait rien pour améliorer la situation. Toutes les critiques qu'on porte, ça ne change en rien le comportement de Draman Ouattara vis-à-vis du peuple ivoirien. Draman Ouattara considère que tout le monde est mouton et politique. Malheur à ceux qui ne le sont pas, on les traite tels qu'ils sont. C'est ça, Draman Ouattara. Nous devons réfléchir. Nous ne devons pas être là, pleurer, pleurnicher comme des chatons. Hein? Nous ne devons pas être là, parler des choses que Draman Ouattara ne peut jamais faire. Draman Ouattara ne peut jamais faire. Et puis, sachez que la clique qui est autour de Draman Ouattara, c'est eux qui l'encouragent à faire ça. La clique qui est autour de Draman Ouattara, c'est eux qui l'encouragent à faire toutes ces bêtises-là. Nous devons penser plutôt comment enlever Draman Ouattara de la manière la plus catastrophique qui puisse exister et marquer l'histoire de l'humanité. C'est à ça que nous devons penser maintenant. On ne va pas rester là, puis Draman Ouattara va faire toutes ces bêtises, faire subir à la Côte d'Ivoire toutes les bêtises, faire subir à la Côte d'Ivoire toutes les humiliations, faire subir à la Côte d'Ivoire tous ces déboires. Et Draman Ouattara, tout ce qu'il fait, c'est en concert avec la communauté internationale, la soi-disant communauté internationale qui est derrière lui. Où est la CPI? Où est la CPI? Où est l'ONU? L'ONU est allée se pavaner à Abidjan là-bas pour rien. Après le départ, ils ont enlevé, comment s'appelle, M. Tidiam Tiam. C'est des histoires. Monsieur, comment s'appelle l'homme là? Macron. Mais Macron, je vous ai dit la dernière fois, c'est lui qui a Tidiam Tiam dans le bras droit et Draman dans le bras gauche et il fait semblant de faire la guerre. Je vous dis que les enjeux géopolitiques, stratégiques, économiques et militaires sont tellement grands actuellement dans un monde entre l'ancien monde occidental est en train de mourir, va venir un autre monde qui est en train de s'installer déjà. Mais chacun cherche à protéger ses acquis. Chacun, la France, cherche à maintenir son hégémonie. Même s'il va, comment ça s'appelle, embellir soit quelques pans de sa colonisation, que nous sommes toujours dans la colonisation française. C'est le seul colonisateur qui continue de coloniser des États. Nous sommes dans la colonisation économique, nous sommes dans la colonisation militaire, nous sommes dans la colonisation politique. Nous devons réfléchir à autre chose. Et dans tout ça, ce que je constate, c'est que je vais parler directement comment on appelle, au think tank de Tidiam Tiam. Je vais vous dire la vérité. Hein. Si vous ne faites pas attention, là, vous serez très déçus. Parce que nous, on entend tout ce qui se passe. Le moment donné, nous allons exploser dans ces compromissions qui sont en train de, ils sont en train de passer de compromissions compromettantes. Monsieur Thiam, s'il ne fait pas attention, nous, à la dernière minute, nous allons exploser et il ne pourra pas sortir de là. Faites très attention. Faites très attention. C'est à là que nous sommes en train de partir. Tout ce que la France fait, tout ce que Draman fait, tout ce que Macron fait, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en France là-bas, on est au courant de tout. Mais il faut que M. Tidiam Tiam, et de deux, il faut qu'il se décide à vouloir être le président de la Côte d'Ivoire. Il y a quelques semaines, il était à Djibouti, c'est Djibouti, non? Pour une conférence internationale. Hier, il était encore en France à Luxembourg pour une autre conférence.
écoutez, soit vous devenez... Monsieur Douga, on a même l'impression que c'est un repeat de M. Ouattara, parce que vous vous rappelez qu'on avait surnommé Ouattara le Magellan, hein, au début. Oui, le Magellan. Alors, je me demande avec quel passeport il a présentement avec quel passeport il a, parce qu'il a réuni au passeport français. Dans les avions, voilà, il c'est ça. Dans les avions, oui. Dans les pays, on le reçoit avec les honneurs. On nous fait croire que c'est pour, on nous fait croire que c'est pour un truc de Luxembourg, mais il y a des compromissions qui sont en train de se compromettre et nous n'allons pas tolérer ça. Nous n'allons pas tolérer ça, je l'ai dit. Nous n'allons pas sortir d'une eau bouillante pour aller tomber dans une huile bouillante. Il faut faire très attention. Donc, le problème de Draman Ouattara est très simple. C'est un problème dont on n'a plus besoin à le chercher, à chercher Draman Ouattara à raisonner. On n'est plus au temps de raisonnement de Draman Ouattara. On est au temps d'agir. Il faut le faire partir par tous les moyens, la plus catastrophique qui puisse marquer l'histoire de l'humanité. Que un monsieur, voici ce qu'il a fait, voici ce qui lui a été aussi réservé. Je vous remercie. Merci. Alors, comme on a coupé les oreilles de Samuel Doé, c'était vraiment traumatisant. On espère qu'on ne va pas couper les oreilles de M. Ouattara. Alors, quand M. Dougan parle... Mais actuellement, il n'a pas d'oreille. Draman Ouattara n'a pas d'oreille. Ces oreilles qui sont là n'attendent pas. Ils n'attendent pas le cri de cœur des Ivoiriens. Ces oreilles-là n'attendent pas. Ah bon. On dit quand tu parles à un sourd qui n'attend pas, il faut taper sur sa tête pour qu'il sache qu'il peut. Bien, tu marches sur ses pieds, voilà. Ouais. Alors, je sais que M. Dougan, lui, le dit toujours, Draman est venu par les armes pour le chasser par les armes. Malheureusement, il n'y a personne. Alors, M. Dougan, moi, je ne sais pas. Quand vous voulez qu'on passe à l'action, comment est-ce qu'on va y arriver? Comment est-ce qu'on va réussir à mobiliser le peuple qui apparemment ne se sent pas concerné par ce qui se passe en ce moment? Le peuple qu'on a mis dans la distraction, dans la pauvreté, pour les occuper à lutter pour manger. Et donc, ils n'ont pas vraiment le temps de suivre ce qui se passe sur le plan politique. Voilà ça aussi la stratégie de M. Ouattara. Maman, on dit ventre qui a faim n'a plus d'oreille. Hein? C'est ça. Ventre qui a faim n'a plus d'oreille. Moi, je suis là, je regarde le peuple ivoirien. Bon, nous parlons. C'est pas parce que nous sommes malheureux ici que les choses n'ont qu'à changer au pays et puis on va aller prendre des postes là-bas. Non. Je le dis avec fierement, si je voulais un poste au gouvernement, mon ami Gbagbo Laurent, c'est lui-même, hein, il m'a présenté aux États-Unis ici, devant toute la foule ivoirienne. Voici mon ami. C'est Gbagbo même qui m'a nommé comme ça. Si je voulais un poste, je l'aurais obtenu sous Gbagbo. Mais c'est pas ça. On se bat pour le bien-être de ceux qui sont là-bas. Moi, ici, là, même si je n'ai rien eu aux États-Unis ici, au moins la mairie va me mettre dans un shelter. Ou bien un shelter, ils vont me donner, comment on appelle, les pots de nourriture. Les food stamps. Comment on appelle ça là? Les food stamps. Ils vont me donner des food stamps. Je peux aller prendre la nourriture pour manger, hein, tu vois. Même les food pantry, vous pouvez aller. Il y a les food pantry. Je peux aller m'arrêter devant. Je peux aller m'arrêter devant une église. Et puis, chaque semaine, j'ai ma nourriture. Mais si on fait ça, c'est pour nos parents qui sont là-bas. Exactement. Si j'ai tout perdu, je peux aller à l'hôpital malade, ils vont me guérir, ils vont me soigner, sans même me demander un sou. Donc, si on fait ça, les gens pensent que c'est parce qu'on veut aller prendre des postes. Non. Si on fait ça, c'est pour ceux qui sont là-bas. C'est pour vous qui êtes... Non, c'est vous qui êtes là-bas, vous ne faites rien pour vous libérer. Et vous êtes à l'aise. Mais nous, on va vous inciter à briser les chaînes les chaînes d'esclavage de la France dans lesquelles vous êtes. Draman a fait la guerre. Il a chassé du pouvoir Bédier parce qu'on n'a pas voulu qu'il soit candidat. Il est venu faire la guerre contre Gbagbo
parce qu'on lui on lui a refusé la nationalité. Aujourd'hui encore, il est président. C'est lui qui arrache la nationalité des gens. Bon, c'est lui qui condamne les gens et qui les enlève de la liste électorale. Bon, comme M. Thiam, vous voyez ce qui se passe. La juge qui a rendu la décision, elle ne connaît pas le droit. Lorsque les gens du ministère de certains, il y a Yao qui a parlé là, qui a dit que la nationalité ivoirienne de M. Tidiane Thiam est par attribution et autres. Mais la femme là, qui a rendu la décision là, qui a refusé le certificat de nationalité à Tidiane Thiam là, elle ne sait pas ça. Est-ce que vous voyez? Depuis qu'il faisait toute cette tracasserie là, eux ne savent pas ça. C'est aujourd'hui, ils viennent nous dire que non, M. Draman Ouattara, non, Tidiane Thiam n'est pas apatride, mais il est ivoirien par attribution, c'est-à-dire naturellement ivoirien. Alors, tout ça là, moi je regarde les Ivoiriens. Qu'est-ce que ça vous fait? Il a fait coup d'État, il a mené la guerre. Vous attendez quoi pour le faire partir aussi? C'est ça, je pose la question aux gens de Gbagbo, je pose la question aux gens de PDCI, au lieu de rester là à pleurnicher comme des chatons là. Merci. Alors, à pleurnicher comme des chatons. Des miaou, miaou, miaou. Alors, l'autre question que moi je voudrais vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que M. Tidiane Thiam est obligé de voyager comme il le fait à seulement 5 mois des élections, avec une grosse problématique sur sa nationalité, avec son nom qui est absent des listes électorales? Est-ce qu'il est obligé de voyager pour obtenir ce qu'il cherche? Est-ce qu'en luttant en Côte d'Ivoire, il ne peut pas avoir ce qu'il veut? Parce que là, c'est très clair à nos yeux qu'il est en train d'aller toucher des hauts lieux pour obliger la machine Ouattara à reculer. Hein, Oui, je vais répondre à votre question, mais je vais faire un point qui va dans le même sens de votre question. En fait, le problème que nous avons, même si nous mettons M. Ouattara de côté, l'un des problèmes que nous avons en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire en Afrique, c'est d'abord ceux qui animent nos institutions. Quand on prend le cas de M. Tidiane Thiam, quelqu'un, c'est-à-dire sur le plan, même si on veut aller sur le plan juridique, le verdict a été faux. Le verdict est intentionnel. Si on considère que au moment de son inscription sur la liste électorale, il avait la double nationalité, c'est-à-dire il avait la nationalité ivoirienne et la nationalité française, parce que les documents ivoiriens qu'il a eu ça parce que c'est une attribution de droit. Donc il avait la nationalité française. Mais au moment où le procès est en train de se dérouler, au moment où on est en train de faire le contentieux, Tidiane Thiam n'a plus la nationalité française. Donc il est dans ses droits ivoiriens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si, au moment où le contentieux est ouvert, si au moment où la justice est en train de procéder, il avait encore la nationalité française, en ce moment-là, cette radiation avait un sens. Mais au moment où vous êtes en train de juger quelqu'un, la personne n'a plus la nationalité française parce qu'il a été libéré de cette allégeance. Et maintenant, vous dites que non, il est ivoirien attribution. En ce moment-là, si ce n'est pas intentionnel, si ce n'est pas politique, pourquoi l'exclure de la liste? Il ne faut pas l'exclure de la liste. Parce qu'au moment où le jugement est en train de se rendre, je n'ai plus la nationalité française. Je suis ivoirien. Donc, je bénéficie de mes droits d'être inscrit sur la liste.
Vous voyez un peu le point que je suis en train de faire. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que je parle de nos institutions parce que ceux qui animent nos institutions, ils ont besoin d'un peu plus d'intégrité. Parce que dans chaque service, dans chaque institution, il y a ce que nous appelons l'éthique morale, qui sont les valeurs d'une institution, ou bien les valeurs morales. Parce que les gens prêtent des serments. Oui. Mais ces institutions sont influencées par le pouvoir, par l'exécutif. Et par moments, les décisions que ces institutions-là rendent ne sont pas basées sur leur serment d'intégrité ou de morale. Oui. Voilà pourquoi les voyages que M. Tidiane est en train de faire, comme je l'ai dit, il est dans le système. Il est dans le système et il connaît le système qui a permis à M. Ouattara d'être aujourd'hui président de Côte d'Ivoire. Et il sait qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nos institutions sont influencées par l'exécutif. Donc les seules personnes qui peuvent faire une pression sur M. Ouattara, c'est les Occidentaux, c'est l'international, c'est le réseau auquel il appartient, parce qu'ils appartiennent tous dans le même réseau, même s'ils n'ont pas les mêmes idéologies. Mais le monde auquel nous sommes est un monde qui fonctionne avec le nouvel ordre mondial. Oui. Donc, il est obligé de toucher toute cette famille-là pour que ceux-là, s'ils peuvent intervenir auprès de M. Ouattara, ils vont intervenir. Parce que ce qu'il y a à faire aujourd'hui, pourquoi M. Ouattara refuse le dialogue politique? C'est-à-dire, quand on dit dialogue politique, ce n'est pas forcément aller discuter avec le Premier ministre. C'est parce qu'il sait que ce qui a contraint le président Gbagbo à impliquer, c'est-à-dire à introduire dans son gouvernement les rebelles, ceux qui ont pris des armes, c'est parce qu'il y a eu un dialogue politique à Marcoussis. Donc, les accords de Marcoussis et tous les autres accords l'ont obligé à respecter ces accords. Donc, M. Ouattara sait que s'il y a un dialogue politique aujourd'hui, avec l'assistance de l'Union européenne, de l'ONU, de la CEDEAO qui participent comme témoins, et que les gens parviennent à trouver un accord, il n'aura pas le choix, il sera obligé d'obéir aux accords. Oui, il sera obligé de respecter les accords. Donc, il faut carrément ignorer les accords. Et deuxièmement, ils avaient déjà prédit ce qui allait arriver à M. Tidiane. C'est-à-dire quoi? C'est vrai que si nous l'enlevons de la liste électorale, il peut toujours se réinscrire parce qu'il reste un Ivoirien. Donc, pour l'empêcher de venir se réinscrire, on ne fera pas de RAE en 2009. Voilà la stratégie. Alors, à ma question de nombreux voyages de M. Tidiane Thiam. Bon, ce voyage-là, il le fait, bon, il a aussi ses activités avant le PDCI, il a aussi ses activités avant la Côte d'Ivoire. Oui, mais nous sommes à 5 mois des élections. Oui, mais vous savez... Voici un monsieur qui a des problèmes sur même être inscrit sur la liste électorale, il n'y est pas. On est seulement à 5 mois des élections. Je sais qu'il doit manger, je sais qu'il a ses activités, mais est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de participer à toutes ces activités et d'être tout le temps hors de la Côte d'Ivoire comme il le fait maintenant très souvent? C'est ça la question en fait. On n'a pas dit qu'on est contre ces activités, hein, mais est-ce que c'est nécessaire à ce moment précis avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je pense qu'il a une machine politique. Les gens du PDCI, il a déjà fait un certain nombre, il a déjà fait des tournées. Et je pense que l'agenda qu'il avait, il essaie de vouloir honorer ses engagements. Mais je suis convaincu que avec la diplomatie, parce que, comme je l'ai dit, hein, vous savez, le problème de la Côte d'Ivoire se limite pas seulement, M. Dougan l'a dit, ça se limite pas seulement à M. Ouattara, hein. Ça se limite aux intérêts internationaux. Ça se limite aux intérêts de l'ordre mondial.
que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est un pays parmi tant d'autres pays au niveau de la sous-région. Vous voyez, au niveau de la sous-région. Donc, lui, aujourd'hui, il sait que la confrontation interne au niveau de la Côte d'Ivoire, ça, c'est un petit problème. Quand le moment va arriver là, oui, confronter le gouvernement, là, ça, c'est un petit problème. Mais la force de M. Ouattara aujourd'hui, c'est le soutien international qu'il donne. Vous l'avez dit, le gars de l'ONU est venu se promener. Il a dit quoi? Il n'y a aucune déclaration. Les CEDEAO, ils vont venir quoi? Rien. L'Union européenne vont dire quoi? Eux-mêmes, ils mangent dedans. Mais la CEDEAO, c'est lui le patron, non? D'accord. Alors, M. Adjahi, on va permettre à M. Adjahi de répondre à cela parce qu'il ne nous reste pas trop de minutes. M. Adjahi, le voyage... Je peux répondre à Pasteur Aka sur cette inquiétude-là, très rapidement. D'accord. Pasteur Aka et à tout le monde, je vais vous dire une chose. Draman Ouattara a perdu tout ce soutien parce qu'il a très mal gouverné la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ce que les gens s'attendaient. Draman Ouattara a fait beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est très divisée. Et la communauté internationale, ça ne leur plaît pas parce que demain, en cas de... s'il y a il risque de perdre tout. Donc, Draman, où il est là, il n'a aucun soutien maintenant. Il n'y a que Macron. Il n'y a que Macron qui essaie de le maintenir, qui est toujours son allié, mais, et avec ça même, tous les autres pays sont aujourd'hui fâchés contre Macron. Ils le disent ouvertement, Macron, c'est à cause de toi que Draman Ouattara fait tout ça là. Ils le lui disent ouvertement. Donc, monsieur, aujourd'hui, le problème de Thiam, c'est ce que j'ai parlé de compromission, c'est que monsieur Thiam, monsieur Draman Ouattara voulait à tout prix avoir Thiam dans son giron. Malheureusement, il voulait Thiam pour rehausser sa politique. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, M. Macron, il est assis là, il voit tout, il sait tout. Monsieur, comment ça s'appelle, Thiam lui-même aussi, il sait tout, toutes les manigances de Draman Ouattara. C'est pour, comment ça s'appelle, amener M. Thiam à des compromissions. C'est ça, à des compromissions, au cas où demain, si lui devenait président, lui, Draman Ouattara et sa clique ne soient pas inquiétés. Parce qu'il ne peut pas faire de compromission avec Laurent Gbagbo. Sinon, M. Thiam, là, vous allez voir d'ici le 15 mai, M. Thiam sera sur la liste. C'est moi qui vous le dis. Donc, M. Thiam ne s'inquiète pas pour ça. Lui, il sait ce qui se passe. Ils veulent amener Thiam à des compromissions. C'est pour cela que j'ai dit, au début de mon intervention, qu'il n'a qu'à faire très attention. Parce qu'on n'acceptera pas ces compromissions. On n'acceptera pas ces compromissions. Et s'il y a compromission, nous allons éclater ça au grand jour. Et cette fois-ci, là, ils ne pourront pas s'attirer facilement. Donc, tout ce qui se passe là, c'est pour faire pression sur M. Thiam. Si M. Thiam, comme le frère Ncho le dit souvent ici, si M. Thiam avait accepté de se compromettre au début pour être avec eux, il n'allait pas avoir tous ces problèmes. Il n'allait pas avoir tous ces problèmes. Est-ce que vous voyez? Donc, nous demandons, moi je dis, au think tank de Thiam, en tout cas de le conseiller et de lui montrer les voies à suivre, les meilleures voies à suivre pour éviter toute compromission, parce que demain, nous n'allons pas permettre cette compromission-là. Parce qu'on doit mettre le problème de la Côte d'Ivoire, nous avons dépassé la ligne rouge de la tolérance. On ne peut plus, on veut quelqu'un pour venir mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. Et si Draman Ouattara va venir, non, si Thiam va venir pour être déjà compromis avec Draman Ouattara, aujourd'hui, tous les gens, tous les proches de Draman Ouattara ont eu tous des passeports diplomatiques, des passeports
pour pouvoir fuir la Côte d'Ivoire. Tout le monde est au courant de ça. Parce que ça ne va pas du tout sentir bon pour eux. Ils ne peuvent pas compromettre avec Laurent Gbagbo. Donc, ils vont tout faire pour ne pas mettre Laurent Gbagbo sur la liste. Mais d'ici 15 mai aussi, il y aura le nom de Laurent Gbagbo sur la liste. Je vous remercie. Merci, M. Bouga. D'ici 15 mai, on va calculer les jours et puis on va vous rappeler cela. M. Adjei? Oui. Il avait passé à ça, oui. Allez-y, M. Adjei. Je pense que Tidiane Thiam pensait qu'il était dans une situation normale. Où, bon, il sait qu'il y a une élection, il est sur la liste électorale, même s'il n'est pas là, ses lieutenants sont là, ils vont faire le travail derrière lui. Il ne savait pas que c'était encore plus compliqué que ça. C'est pourquoi les appels que nous lançons ici, nous les exhortons à adopter un autre comportement, de laisser cette histoire d'élection de côté et de chercher à résoudre le problème de la Côte d'Ivoire. Chasser vraiment Ouattara et son clan. Mais je pense qu'ils ne comprennent pas le message. Ils pensent que Ouattara va leur faciliter les choses. Koulibaly a déjà tiré sa conclusion. Il a fait un discours par son vice-président, donc c'est clos. Tout est normal, donc il n'a plus rien à faire, il attend seulement le jour, le 25 octobre, l'élection aura lieu avec ou sans nous. Il a été clair. Donc, Tidiane Thiam ne sait pas que ça c'est plus compliqué que ça. Pour lui, voyager, bon, c'est normal. Il n'a pas besoin d'être là à tout moment. Il y a ces gens qui font le travail. Donc, c'est un peu, bon, on ne peut pas appeler ça amateurisme, mais il ne sait pas. Il minimise un peu vraiment Ouattara. Or, le monsieur, il est foncièrement méchant. Voilà. Merci, César. Voilà, merci à vous. On va faire un tour de table rapidement. Hein? 1 minute chacun pour finir cette émission. Je vais commencer avec M. Nougan, ensuite Pasteur Raka et M. Adjei pour la fin. Oui, merci, Maman Sister Sarah. Très belle émission. Ce que je vais conclure très rapidement à 1 minute. Je demande aux gens de PPACI de se lever. Parce que Draman Ouattara va tester la puissance de PPACI. Donc, levez-vous. D'ici 15 mai, ils vont mettre le nom de M. Tidiane Thiam sur la liste. C'est-à-dire avant le prochain congrès en juin du RHDP. Mais ils ne vont pas mettre directement le nom de Gbagbo Laurent sur la liste. Ils vont tester votre force. Parce que ce qui va se passer, si maintenant on ne met pas le nom du président, parce que quand tout sera bouclé avec Thiam, il met son nom. Son nom même n'est pas encore à dire, son nom est là-bas. Maintenant, c'est Gbagbo. C'est à vous maintenant de, comment s'appelle, le PPACI doit montrer sa force pour que le nom de Gbagbo soit sur la liste. C'est ça la chose, c'est ce qui va arriver. Ils vont tester la force du PPACI, sa capacité à mobiliser et à imposer le nom de Gbagbo sur la liste. Sinon, pour Thiam, là, ce sera fait. Automatiquement, ce sera fait. Donc, il y a des jours difficiles qui nous attendent. Et ces jours difficiles doivent arriver pour résoudre, fois pour toutes, le problème de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, M. Nougan. Oui, Pasteur Aka. Oui, aujourd'hui, une union entre le PPACI, le PDCI et le GPS, pour ne pas dire les autres partis, s'impose. Si nous voulons vraiment... Ah oui, Pasteur. Oui. Et si on met le nom de M. Thiam sur la liste,
et qu'on ne met pas le nom du monsieur Laurent Gbagbo, tu penses que l'union est toujours possible? Allez-y. Non, effectivement, quand je parle de l'union, c'est-à-dire, je veux dire que tous ceux qui ont été exclus injustement, il faut que leur nom soit sur la liste. Mais même si on met le nom du président Gbagbo, du président Thiam, de tout cela sur la liste, il faut qu'il y ait un renouvellement de la commission électorale. Ça, c'est un point qu'il ne faut pas ignorer. Parce qu'avec cette commission-là, même si eux tous, ils ont leur nom sur la liste, et que eux tous, ils vont compléter les choses en campagne, le RAGP fera avec ses manigances, passera. Donc, la bataille se situe à 3 niveaux. Premièrement, il faut s'arranger pour chasser le pouvoir par tous les moyens. Deuxièmement, il faut une union ferme. Il faut que les gens mettent leur ego personnel de côté et que le PPAC, le GPS et le PDCI se retrouvent dans un bloc comme le RHDP, pas pour aller aux élections, mais pour faire une pression sur les changements. Et troisièmement, il faut imposer carrément un rapport de force parce que cette commission électorale soit carrément et qu'il y ait un renouvellement de la liste et qu'il y ait un audit et que même si on doit décaler les élections un peu pour mettre de l'ordre, il faut le faire. Si on veut éviter vraiment de la violence, les palabres, les machins et tout. Mais je conclue pour dire une entente ferme, sincère, basée sur le sacrifice de ces deux partis-là, de ces partis-là, politiques-là, s'impose aujourd'hui. PPACI, PDCI, GPS, parce qu'il ne faut pas ignorer le GPS. Le GPS contrôle le Nord. Il ne faut pas les ignorer. J'ai fini. D'accord, merci, Pasteur. Quand M. Adji? Oui, c'est ça, Sarah. Si je savais, n'a pas de queue. Si Laurent Gbagbo savait qu'on allait en arriver là, comme je l'ai toujours clamé, il aurait dû dire aux Français que votre histoire de faire d'un opposant candidat, moi je n'ai jamais vu ça nulle part dans le monde. Parce que moi, Laurent Gbagbo, quand j'ai décidé de faire la politique et que je voulais me présenter contre Paul Boigny, Paul Boigny n'a pas fait de moi un candidat. Parce que je savais quel chemin il fallait prendre pour être candidat. Je n'avais pas les moyens, mais il y a des gens qui ont payé ma caution. Par conséquent, je n'ai pas les moyens de faire de quelqu'un un candidat. Cette analyse lui a échappé. Parce que selon lui, il voulait la paix. Or, une telle paix, il faut savoir que ce n'est pas une vraie paix. Parce que le pays a été attaqué par des gens, et puis on nous dit, pour que vous ayez la paix, il faut que quelqu'un soit candidat. Et la personne dit que la personne n'a rien à voir à la rébellion. Nos intellectuels ont raté le coach. Mais c'est déjà fait, on n'y peut rien, on doit maintenant dealer avec. Donc, ce qui reste maintenant, c'est une union sacrée, que les Ivoiriens se mettent ensemble en bloc, de laisser cette histoire d'aller aux élections avec vraiment Ouattara en 2025. Parce que Ouattara, dans sa logique, il est là jusqu'à ce qu'il meure au pouvoir. Jusqu'à 2090 peut-être. Il est là jusqu'à ce qu'il meure au pouvoir parce que avant d'être là où il est, il a signé des pactes, des alliances avec tous ceux qui contrôlent ce monde-là, les Occidentaux. Il a signé des pactes avec eux. On l'a rassuré que toi, tu n'iras jamais à la CPI. Et
Ocampo l'a démontré en Côte d'Ivoire. Pendant la guerre, Ocampo était à Abidjan. Il suivait les rebelles. Il documentait les comportements de Laurent Gbagbo. Mais je ne sais pas ce qui nous arrive. On ne fait pas assez d'analyse, on ne lit pas les lignes. C'est pourquoi nous luttons comme ça, nous faisons ça. Ceux-mêmes qui ont créé le désordre en Côte d'Ivoire, ils sont là, ils nous regardent. Voilà l'ONU qui est venu toujours se balader. On ne sait même pas pourquoi ils sont venus, mais on compte sur eux pour mettre nos noms sur les listes. Ça, c'est vraiment dommage. Bref, nous sommes arrivés à un carrefour où on doit prendre nos responsabilités. Le RHDP dit que marcher, c'est vouloir mourir. Mais si les gens marchent, ils meurent. Mais marcher là, c'est constitutionnel. On n'est pas d'accord. Le peuple se lève et il exprime son mécontentement. Ils ne viennent pas pour mourir. Marcher ne veut pas dire mourir, mais c'est la mission qui a été donnée à Ouattara et il est prêt à aller jusqu'au bout avec ça. Parce que tant qu'il n'a pas fini les Ivoiriens pour faire de la Côte d'Ivoire, nous maintenant, Ouattara ne sera jamais tranquille. Bonsoir et à la prochaine. Voilà, merci M. Adjaï. Nous voulons encore dire merci à tous nos auditeurs. Merci M. Dunga et Pasteur Aka. N'oubliez pas, demain, nous allons nous retrouver en Dunga, Russie, avec l'émission Au cœur de la politique avec M. Kwasi Dunga. Donc, soyez à l'heure. C'est à partir de 21h demain mardi. Merci à la radio Jacques Roger pour l'opportunité qu'elle nous donne de parler de notre pays et de pouvoir, autant que faire se peut, participer à trouver des solutions pour cette Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis, que Dieu vous garde et on se retrouve le mercredi. Bonsoir.